Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Philippe Gilbert, qui est le fondateur d'Alinto. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue. Philippe, comme pour toutes les personnes que je reçois à ce micro, est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter et notamment ton parcours avant la création d'Alinto, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci Benjamin. Donc Philippe Gilbert, j'ai 63 ans. Voilà, j'ai une formation d'ingénieur informatique à l'INSA de Lyon. Un parcours assez classique qui après en fait a un petit peu évolué puisque j'ai tout de suite démarré dans la création d'entreprise alors que j'étais encore étudiant à l'INSA. Ok. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très scolaire, mais et dans un secteur qui n'avait rien à voir puisque j'ai commencé dans la musique. Donc c'était un petit peu original, c'était une passion de l'époque, et j'ai réussi à créer avec un associé une première entreprise qui sûrement par défaut de jeunesse n'a pas duré très très longtemps puisqu'on a, je dirais, une activité pendant 3 ans à peu près, mais c'était une activité relativement intense. Et puis, j'ai rejoint un petit cabinet de conseil qui s'appelait Sariès Consult Associés, euh, qui m'a aidé finalement à me former et à apprendre beaucoup au travers de missions en fait en conseil, en organisation et en système d'information. J'étais un petit peu l'homme spécialisé en nouvelles techno. Alors, on parle des années 90, hein, 80-90, donc c'était pas du tout, je dirais, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà. Mais ça a été une époque très enrichissante sur le plan humain, sur le plan également d'apprentissage. C'était un cabinet assez à taille humaine. J'étais associé, donc j'ai commencé aussi là encore à être un petit peu, entre guillemets, entrepreneur, puisqu'on développait nous-mêmes nos propres clients, etc. Et puis, au bout de 5 ans de conseil, je voulais faire de la vente parce que c'est ce qui m'intéressait. Donc, j'ai rejoint en fait une spin-off d'Infogrames qui travaillait sur des systèmes experts télématiques. Euh, et là, j'ai rejoint donc une équipe en création. Donc, j'étais également aussi là à nouveau associé. Et même Ok. si j'étais pas le fondateur et président, j'ai participé au développement de l'entreprise qu'on a revendu en 96 donc au groupe Jet Multimédia. Euh, et là, je me suis occupé pendant 2, 3 ans à peu près du business développement international qui a consisté en fait à développer, je dirais, les filiales étrangères de Jet Multimédia. Euh, donc là encore, quelque part, de l'entrepreneuriat ou plutôt de l'intrapreneuriat, puisque, je dirais, on s'est installé en Espagne, en Belgique, et il a fallu recruter, trouver les locaux, trouver les correspondants techniques. Et Jet Multimédia ayant bien grandi et étant devenu un groupe coté en bourse, euh, j'ai préféré en fait reprendre, enfin reprendre. J'ai préféré en fait repartir dans l'entrepreneuriat et cette fois créer mon activité. Avec une démarche assez originale puisque en fait j'avais une idée d'entreprise. Je savais qu'il fallait un petit peu de temps pour la mettre en œuvre techniquement. Mhm. Euh, donc, on a créé Alinto en 2000, mais pendant une période de 2 ans, en fait, j'étais pas salarié de l'entreprise. Ok. J'ai participé à une autre startup emblématique à l'époque de l'époque lyonnaise, qui s'appelait WebCity. Ok. Euh, Là aussi, j'ai encore fait du business développement international, donc à nouveau création, je dirais, de filiales à l'étranger. Et puis fermeture, parce que crack Internet et tout, donc ça a été, je dirais, un aller-retour extrêmement excitant et très intéressant. Et puis j'ai rejoint vraiment opérationnellement à Linto en 2001, alors que le produit commençait à être opérationnel pour lancer les premiers projets clients. Voilà un petit peu l'historique. Et maintenant, depuis plus de 24 ans, en fait, je m'occupe du développement d'Alinto. Euh, voilà. Très bien. Bah, on va parler un peu de la personne morale. Je reviendrai
dans les questions derrière sur la différence entre être salarié, entrepreneur, fondateur, associé, etc., qui sont des façons assez différentes d'être entrepreneur de sa vie ou d'être entrepreneur tout court. Donc, on reviendra dessus. Mais que fait Alinto? À qui est-ce que vous vous adressez? Pourquoi vous êtes unique? Pourquoi les clients viennent vous voir? Alors, Alinto est un éditeur de logiciels qui, en fait, propose des solutions à valeur ajoutée pour la gestion et la sécurisation des emails. OK. L'email, en fait un outil de communication extrêmement important dans les entreprises. Donc, nos clients vont nous choisir parce qu'ils vont rechercher, en fait, des services à valeur ajoutée pour la gestion de leurs emails. On s'adresse à deux types de clients. On s'adresse soit à des opérateurs, ce qu'on appelle des opérateurs télécoms ou des opérateurs de services Internet, qui vont en fait, eux, proposer à leurs clients, des PME, des solutions de messagerie, parce que une entreprise va vouloir un one-stop shop, et puis donc au travers du réseau, des accès réseau, de l'accès Internet, de la téléphonie, également vouloir des emails. Donc, ils vont vouloir un package complet. Donc, on leur fournit ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire sous leur marque, des solutions technologiques. Et puis, on a des clients qui vont s'adresser à nous parce qu'ils recherchent des solutions à valeur ajoutée et surtout deux choses, un accompagnement de proximité. Et quand je dis de proximité, c'est valable pour les pays où on est présent, c'est-à-dire des spécialistes, des experts de ce métier, parce qu'ils ont des besoins particuliers, et des solutions également souveraines. On parle beaucoup des GAFAM, on parle beaucoup des solutions Google, Microsoft, etc. Nos solutions vont nous choisir parce qu'en fait, les données de nos clients sont hébergées sur le territoire national, à savoir en France pour la France, en Suisse pour les Suisses. Et donc, on va apporter cette dimension souveraine qui est relativement importante pour certains clients. D'accord. Et donc, ça veut dire que ça s'adresse à des clients d'un domaine spécifique ou alors à des clients d'une certaine taille ou alors à des clients qui ont vécu des problèmes cyber et qui du coup se disent pas deux fois. Voilà, qu'est-ce qui fait quel est l'élément déclencheur qui fait qu'on vient Le vous meilleur voir? exemple, c'est le client qui nous appelle en pompier parce qu'effectivement, il a subi un problème. Son prestataire, je dirais, n'a pas le niveau technologique requis ou a des contraintes relativement particulières. On ne va pas s'adresser aux TPE, sauf au travers de nos partenaires opérateurs. D'accord. On va plutôt cibler les PME entre 200 et 5000, 10 000 personnes. Voilà, ça, Ok. c'est notre cible. On ne va pas sur le très grand compte qui va avoir les équipes internes. Par contre, sur une ETI, sur une grosse PME, l'email est un produit critique parce qu'il Ouais. doit tourner 24/24, 7 jours sur 7. Et les compétences internes, les budgets informatiques font que souvent, c'est un outil qui va être externalisé Ouais. euh, dans ces entreprises. Donc, on intervient dans cette logique-là. Mais il n'y Ok. a pas de secteur particulier d'activité. Très bien. Alors, quelle est justement la dynamique du secteur? Je pense qu'en ce moment, on est dans une période où il y a pas mal d'attaques, pas mal de problèmes, etc. Est-ce que c'est ça comme événement macro qui éventuellement, est-ce que ça vous impacte? Comment est-ce que vous vous adaptez? Est-ce que ça fait que le marché est plus porteur? Est-ce que votre métier change? Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui font que votre métier évolue? Alors oui, le métier évolue beaucoup. Il y a 20 ans, on était un peu des pionniers, euh, dans la mesure où on a été un des premiers à faire du cloud. À Mhm. l'époque, je dirais, c'était pas courant. On a été les premiers à faire de la mobilité, parce qu'en 2000, il n'y avait pas d'iPhone. Donc, pour lire ses emails sur son portable, il fallait, je dirais, avoir un petit peu de technologie. Donc, on proposait cela. Aujourd'hui, c'est des technologies qui sont banalisées, quelque part grâce aux GAFAM, parce qu'en fait, je dirais, ces acteurs-là ont finalement évangélisé le marché. Et quelque part, on les a découverts en tant que consommateurs particuliers et les particuliers arrivent en entreprise voilà. Exactement. Ils ont voulu effectivement bénéficier des services qu'ils avaient, ce qu'on appelle souvent le shadow IT, où je vais moi prendre un abonnement à titre personnel et puis je vais vouloir en faire profiter ma société. Voilà. Ok. Donc on amène. Donc on va avoir en fait le métier à évoluer où on va avoir de plus en plus d'exigences en matière de délivrabilité, en matière de sécurité et en matière de maintien en conditions opérationnelles. Voilà. Donc le métier a évolué, c'est professionnalisé. Je dirais, nos clients, effectivement, nous demandent de plus en plus d'accompagnement sur ces sujets-là. On va
le métier un petit peu a toujours été dichotomique, c'est-à-dire quand on a démarré, soit vous choisissiez une solution Microsoft ou IBM et vous la mettiez chez vous, ou alors vous veniez chez les acteurs, effectivement, comme nous. D'accord? Aujourd'hui, c'est pareil, c'est encore un peu binaire. Soit vous prenez les GAFAM, vous prenez un abonnement Microsoft parce que finalement, ça vous convient très très bien. Voilà, et ils font le boulot. Soit vous allez vouloir en fait avoir un peu plus de maîtrise sur cet environnement et donc vous allez vous adresser en fait à un partenaire comme nous. Et on est relativement peu nombreux en fait aujourd'hui en France. On doit être à peu près une 4-5 sociétés à vraiment être spécialisées sur le secteur et une petite douzaine en Europe. D'accord, très bien. Donc la société a évolué, le contexte a évolué, elle s'est développée aussi en termes de nombre de personnes, etc. Comment est-ce que toi, tu as vu ton rôle de dirigeant évoluer en même temps que l'entreprise? Alors au départ, j'étais avant tout un commercial. Ouais. Je dirais que mon job principal, c'était effectivement d'aller, je dirais, chercher les clients et puis les accompagner. Et je pense que tout fondateur, quand il lance son entreprise, effectivement, le côté technique est important, mais il faut des clients avant tout, parce qu'on travaille pas pour soi, on travaille pour des tiers. Et donc, le travail client est relativement important. On a eu la chance d'avoir des clients qui nous ont fait confiance dès le départ, et même des gros clients euh, qui, euh, euh, qui, en fait, étaient intéressés par ce côté technologique. Aujourd'hui, je suis plutôt un animateur de l'entreprise, parce qu'on a réussi à finalement à construire une entreprise avec des relais, avec des managers qui, je dirais, euh, et, euh, et des personnes qui sont à l'étranger également. Et aujourd'hui, on a des clients en Suisse allemand, en Suisse alémanique, en Espagne. On a des clients dans le monde entier. Et donc, arriver à fédérer l'équipe pour que ça soit une entreprise finalement internationale. Parce que finalement, comme on est sur un métier de niche, aujourd'hui, le marché local est trop petit pour nous. Il faut absolument qu'on raisonne à minima à une échelle européenne. Et donc, mon rôle, c'est plutôt l'animateur, entre guillemets, de cette communauté de collaborateurs. Euh, donc, bah, avec, je dirais, ces vicissitudes quotidiennes, hein, les arrivées, les départs, les recrutements, les aspects financiers. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là. Et faire en sorte que, je dirais, l'entreprise soit attractive. Hein. On a besoin de talent. On est quand même sur des métiers assez techniques. Et finalement, j'aime beaucoup recruter des collaborateurs qui sont souvent passés par d'autres entreprises plus grandes et qui viennent trouver chez nous, en fait, un confort de travail qu'on va leur apporter. Et puis, le fait que nos produits sont exploités à des centaines de milliers d'utilisateurs. Euh, et donc, ça, je trouve que c'est très gratifiant pour eux. Et ils le sentent comme ça aussi, que leur produit sert vraiment à quelque chose. Ok, ouais, quand on passe souvent effectivement, ça peut être un des drivers quand on passe d'une grande entreprise à une PME d'un peu sentir à quoi sert notre travail et d'être un peu plus au contact direct de comprendre le sens de ce qu'on fait au jour le jour, quoi. Exactement. Hein, tout à fait. Bien. Ça a été simple, cette évolution de premier commercial de l'entreprise, qui est souvent le rôle du chef d'entreprise, effectivement, et qui crée la force de l'entreprise qui est fondamentale pour l'énergie et en même temps qui peut créer une limite parce qu'à un moment, on dit bah, c'est plus forcément moi qui viens vous voir. Est-ce que cette évolution-là a été facile pour toi et pour l'entreprise? Je ne sais pas, elle a été naturelle. Je pense que finalement, une entreprise, c'est un ensemble de personnes qui vont se Mhm. retrouver, qui vont partager des valeurs. Et à partir du moment où, je dirais, à un moment donné, par exemple, quand l'entreprise a eu besoin de se structurer sur un plan administratif et financier, parce qu'on est en présent sur trois pays, donc c'est trois comptabilités, trois systèmes de facturation et qu'il faut arriver à organiser tout ça. On a eu la chance, je pense on a eu la chance à un moment donné d'avoir des talents qui nous ont rejoints. Ces talents à apporter. Et je crois que dans ces cas-là,
Le rôle du chef d'entreprise, c'est de se mettre en retrait et de laisser s'exprimer le talent qui va, lui, finalement, compenser son manque parce qu'on n'est pas des dieux, clairement. On ne peut pas tout faire. Et puis, on n'aime pas tout faire en plus. Donc, pourquoi se forcer à faire mal quelque chose qu'on n'a pas envie de faire si on peut avoir quelqu'un qui a envie de faire ça et le fait bien? Ouais. Donc, ça vient, je pense que ça vient naturellement. Je pense pas être un chef d'entreprise autocratique. J'ai toujours alors après, par moment, laisser beaucoup de place à ses collaborateurs, laisser beaucoup je dirais, d'espace pour travailler. Ça peut aussi se retourner contre le chef d'entreprise quand il s'agit de prendre des décisions un petit peu difficiles mais voilà, donc c'est compliqué. Mais ça se maîtrise pas en fait quelque part parce que ça va dépendre des rencontres que l'on fait au travers des recrutements, des gens qui nous rejoignent. Voilà. J'oserais dire que je trouve que on a eu beaucoup de chance d'avoir effectivement des collaborateurs qui nous ont rejoints. Et même parfois, quand j'ai des collaborateurs qui sont partis, des collaborateurs à des postes clés, alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais j'ai des relais qui sont remis en place naturellement. Et ça, c'est relativement important. Hmm. Voilà. Donc là, ouais, tu as mentionné plusieurs fois le mot de chance. La chance, ça se provoque aussi. Donc il y a sûrement, c'est quand le hasard rencontre la préparation, la chance. Mais est-ce qu'il y a une décision de laquelle tu es spécialement fier quand ces dernières années? Oui, oui, enfin, j'avais lu une fois, je crois que en fait, un bon chef d'entreprise, il doit être en bonne santé et avoir de la chance. Donc, ça veut dire que finalement, il faut être relativement humble. Oui, si je peux raconter une anecdote, je dirais, on développe donc un produit logiciel, voilà. Et puis, dans notre produit, il y a une partie, ce qu'on appelle le webmail, qui est la partie frontale, ce que voient les utilisateurs, voilà, qui est un produit assez complexe à gérer. Et puis, il y a quelques années, on a décidé d'arrêter ce produit. Voilà. Euh, on gardait le reste, mais voilà. Et puis, on avait sous-traité, on avait utilisé un produit du marché, euh, qui était un produit canadien. Puis, j'avais rencontré le dirigeant de cette entreprise à Montréal. Là encore, c'est des choses qui se provoquent. C'est-à-dire qu'en fait, ben, il faut par moment, je prends régulièrement mon bâton de pèlerin, je vais pas hésiter à aller à un congrès, à aller rencontrer des gens pour trouver des opportunités. Voilà. Et euh, donc, ce produit était relativement important. Et puis, 2 ans ou 3 ans après, 3 ans après, ce chef d'entreprise m'appelle et me dit, Philippe, on vient de se faire acheter par une grosse boîte américaine. Mon produit, en fait, mon nouvel actionnaire n'en veut plus. Est-ce que tu veux le récupérer? Et là, en fait, c'était un produit très particulier, parce que c'est un produit qui était open source. Mhm. Alors pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, l'open source, c'est en fait des logiciels qui sont gratuits et avec un modèle économique qui est complètement différent, ce qui n'était pas du tout notre modèle économique. Et là, il a fallu très rapidement prendre la décision en disant, OK, est-ce que je prends ce produit ou pas, avec les contraintes qu'il apporte, euh, ou je l'abandonne, mais du coup, je vais me retrouver sans produit. Voilà. Et donc là, on fait un grand saut dans l'inconnu. On est au bord de la falaise, on dit, bon, ben, on y va, on saute, on n'a pas de parachute. Ça a été vraiment alors, ça n'a pas été un gros risque financier, mais ça a été un gros risque en termes d'image Mhm. pour se faire accepter par la communauté. Et aujourd'hui, sur un pays comme l'Allemagne, où en fait, on galérait pour avoir des clients en Allemagne, aujourd'hui, c'est le principal marché de ce produit. Ok. Euh, et on travaille pour pratiquement toutes les universités allemandes. Donc voilà un exemple à la fois de chance, d'opportunisme et vraiment d'entrepreneuriat, en fait. Ok, top. Merci pour ce partage. Quand tu te projettes, quels sont les défis qui se présentent à toi et à l'entreprise? Ben, les défis, c'est toujours de grandir parce qu'une entreprise, pour moi, elle doit se développer. Donc aujourd'hui, on a fait un choix il y a quelques années de se développer par croissance externe, euh, ce qui était on a fait notre première croissance externe en 2010, donc au bout de 10 ans, on n'était que 15 personnes. C'était un sacré pari. Et en fait, quand on commence à mettre la main là-dedans,
je dirais, on se retrouve embringué dans un processus avec beaucoup de problèmes, hein. C'est compliqué la croissance externe, surtout quand on a peu de moyens, hein, on n'est pas un grand groupe. Donc, c'est d'arriver à continuer à faire cette croissance externe, à s'associer, donc à avoir toujours en fait une ouverture d'esprit à 360 degrés pour pouvoir saisir des opportunités. Voilà. Donc, ça veut dire aller les chercher. Donc, c'est demain peut-être merger, racheter, se faire racheter. Ça dépendra des opportunités qui sont présentes et pas croire que en fait le chemin, c'est toujours forcément la ligne droite qui est devant soi, quoi. Ouais. Il y avoir faire des petits détours à droite à gauche pour y arriver, quoi. Donc, mais continuer à grandir parce que on doit ça à nos clients, on doit ça à nos collaborateurs, de leur apporter de plus en plus de moyens. Ok. Alors, je reviens sur un peu dans le rétro et sur tes apprentissages. Je vais le guider un petit peu là-dessus. Tu as mentionné le fait que tu as créé très jeune, encore étant étudiant, que t'es devenu salarié associé, puis late founder, on va dire, on pourrait prendre ce terme-là. En tout cas, tu as eu plein de façons, quelque part, d'avoir une relation à l'entreprise. Est-ce que tu en tires des apprentissages spécifiques que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Ouf. Euh, les apprentissages, c'est que je dirais, à une époque, j'avais l'habitude de dire que je savais ce que je faisais aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que je ferai dans 2 ans ou 3 ans. Ok. Donc, avoir cette culture de la découverte, que ce soit sur le plan des produits, on est quand même sur des produits technologiques, la technologie évolue beaucoup, hein. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup d'IA. Voilà. Donc là, on se doit de se poser la question de dire, OK, qu'est-ce que je dois le faire, comment je dois le faire, qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Donc, cette curiosité d'esprit, euh, c'est pour moi vraiment, je dirais, la première qualité d'entrepreneur. Quand on est dans quand on est dans une entreprise, on doit être un excellent exécutant. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, une direction qui va prendre des décisions. Il faut appliquer ces décisions, il faut savoir les gérer. C'est tout aussi compliqué, hein. Pour moi, c'est pas plus facile ou plus compliqué. Euh, mais voilà. Et c'est ce côté de découverte que j'aime bien, en fait. Euh, qui, pour moi, c'est typique de l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. On crée, on crée une entreprise sur une idée. Entre le moment, entre ce qu'est Alinto aujourd'hui et ce qu'elle était il y a 20 ans, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Et je pouvais pas, je vais raconter encore une anecdote. Quand j'ai quitté euh, mon entreprise Jet Multimédia en 96, il y avait un président qui est un très grand bonhomme qui a fait beaucoup développé. Il m'a dit, Philippe, tu feras jamais 1 euro avec le email. Voilà. J'ai été ravi de pouvoir lui mentir. Excellent. Super. Non, c'est intéressant la curiosité et l'adaptabilité dont tu Ouais, parles. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que tu l'apprends pour toi-même et tu l'as vécu comme ça et ça t'a guidé. Et en même temps, c'est aussi une compétence dont tu as doté Alinto quelque part quand tu parlais des futurs développements, acquisitions, etc. C'est ne pas savoir de quoi demain sera fait. En fait, on voit bien le parallèle entre toi personne physique, et la personne morale qui est aussi dotée de cette qualité-là, quelque part. tout à fait. C'est Super. vrai que quand on rachète, on a fait une deuxième, enfin, notre deuxième grosse acquisition, ça a été une entreprise en Suisse allemande. Et là encore, ça a été, je dirais, ça a été extrêmement compliqué, mais on avait une opportunité fabuleuse à saisir. Euh, voilà, et on l'a prise. On a pris par moments plein la tête, pour parler poliment. Il y a eu d'autres expériences qui ont été compliquées à gérer, qui ont été malheureuses. Mais finalement, c'est comme un client, hein. On prend un client. Finalement, on va signer avec un client, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Mhm. Il va y avoir des problèmes, il va peut-être y avoir un changement d'interlocuteur qui fait que, etc. À un moment donné, on prend une décision, il faut l'assumer jusqu'au bout, et puis s'adapter, et puis faire évoluer l'entreprise. Aussi, je pense que c'est relativement important.
c'est de pouvoir en fait euh, faire évoluer l'entreprise et les collaborateurs en fonction, je dirais, bah, du marché, du besoin, de l'état d'esprit, etc. Et cette capacité de remise en question, elle doit être permanente, Ouais. en fait. Voilà. J'entends qu'il y a une, il y a une ligne directrice, il y a une envie et en même temps, il y a une ouverture et quelque part, on est plus sur un accompagnement de la direction et de la raison d'être de la personne morale plutôt que de vouloir faire rentrer à tout prix dans des rails. C'est comme quand tu grandis, enfin, je fais du trail running, quand tu dois arriver en haut de la montagne, bah, tu sais pas forcément quel va être le meilleur chemin, et bah, il va falloir peut-être, ou quand tu fais de la voile, tu vas louvoyer en fonction du vent, etc. C'est la même image, quoi. Donc, Ok, super. Bon, on arrive déjà à la fin de ce format assez court. Est-ce tu as un sujet que tu veux aborder, une question que je ne t'aurais pas posée sur laquelle tu veux t'exprimer? non, enfin, il y avait une question sur la conjoncture. C'est vrai que voilà, on commence à s'adapter à la conjoncture actuelle. C'est vraiment, je veux dire, quand, bah, par exemple, quand il y a eu le Covid, je veux dire, il a fallu s'adapter énormément. Donc, il faut pouvoir réagir à la fois très rapidement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors, je la dis souvent mal, c'est il faut pouvoir agir en primitif et penser en stratège. Mhm. Euh, Ok. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, C'est-à-dire, en fait, avoir un cap long terme mais pouvoir par moment prendre des décisions hyper rapides, hyper euh, pas bouleversantes, c'est pas le terme, mais hyper structurantes et hyper qui vont tout changer rapidement parce que je dirais bah, l'entreprise en a besoin. Donc être réactif très rapidement. Ok, donc on retrouve ouais, ce sujet dont on parlait par rapport à la chance de préparation et en même temps de savoir saisir l'instant et d'agir très vite et d'utiliser les différentes parties du cerveau de la personne physique et de la personne morale. Excellent, super. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Alors, tu peux me joindre sur LinkedIn. Donc, Philippe Gilbert, j'ai un problème, c'est que j'ai un homonyme qui est très célèbre, qui est champion cycliste. Bon, on Donc, mettra. pas par Strava, mais par LinkedIn, Philippe Alinto. Voilà. Donc, c'est le meilleur moyen de me joindre aujourd'hui, quoi. Très Hein. bien, bon, on mettra les coordonnées dans la description de l'épisode pour ceux qui souhaitent te joindre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, merci à toi. À très bientôt.